personne qui était pas là. Bienvenue à toutes et à tous à la boutique Potemkin. Bon, pour ceux qui viennent pour la première fois, je fais un petit rappel. On est une boutique qui existe depuis 18 ans. On est éditeur DVD. Régulièrement, depuis une dizaine d'années, on fait des rencontres avec des réalisateurs, des acteurs, des critiques. Donc voilà, c'est un petit rendez-vous hebdomadaire où on a un temps de discussion. On vient dans la dernière partie de la vie du film, c'est-à-dire le moment de la sortie DVD, de la sortie Blu-ray. Et attendez, j'éteins l'écran parce qu'on passera un extrait, mais pas tout de suite. Et donc c'est le moment aussi de parler un peu librement du film, mais aussi de la cinéphilie de l'invité, savoir les films qu'il a aimés, qui l'ont inspiré pour ce film-là. C'est pour ça que moi je commence l'entretien comme ça, et puis après s'il y a des questions, évidemment on y répond, et puis après la discussion il y a la petite dédicace du DVD ou du Blu-ray. C'est un peu la formule qu'on propose. Donc on est très heureux d'avoir Boris Lochkine pour la première fois à la boutique dans le cadre des rencontres. Tu étais déjà venu à la boutique ou pas? Tu connaissais notre Je suis déjà venu à la boutique. J'ai acheté l'affiche d'un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Quand passent les cigognes. Quand passent les cigognes, ah ouais, qu'on a J'aime beaucoup l'actrice. Quand je faisais le casting pour mon film précédent, je cherchais qui allait incarner Camille Lepage. Je me disais il faudrait que ce soit elle, Tatiana Samoilova, mais elle est morte depuis longtemps. Mais voilà. Ouais. D'accord, ok. Donc tu avais Quand passent les cigognes en tête. Donc je suis déjà passé ici. J'ai déjà acheté une affiche. Donc on est ici pour la sortie en DVD et en Blu-ray de l'Histoire de Souleymane. Tiens, vas-y, fais voir, moi je l'ai pas vu encore. Alors je remercie Pyramide. Ça a ce format-là maintenant. Non, ça c'est le Blu-ray. C'est le Blu-ray qui est un peu plus petit, un peu plus court, et puis le DVD un peu il pour les distinguer. C'est toujours rond quand même. Oui, c'est toujours un même format. Il y a toujours une galette à l'intérieur et voilà. Ok, c'est cool, il est beau. Ouais. Ouais. Et les bonus sont tu y as participé d'ailleurs. Non, je l'ai déjà vu les choses sur l'ordinateur, mais c'est cool de voir l'objet. D'accord. Alors, moi, je commence mon petit rituel de questions, à savoir, toi, alors j'ai découvert que tu as un parcours assez particulier, assez singulier. T'as fait. Ouais, mais enfin, je crois que dans le cinéma, tout le monde a des parcours particuliers. C'est pas faux. Moi, je sais que le premier producteur que j'ai rencontré, il était vétérinaire avant. Donc, d'accord. C'était les films d'ici, Serge Laloux. Il me disait, dans une autre vie, j'étais vétérinaire. Bon, toi, tu étais agrégé de philo, c'est ça? Ouais. Et après, t'as pas mal bourlingué. Je trouve ça moins cool que vétérinaire. Je sais pas, on sait pas, oui. On voyage aussi avec la philosophie. D'accord. Pas assez. C'est pour ça que j'ai changé. Mais après, tu as voyagé au sens propre. J'ai beaucoup voyagé effectivement, et c'était très important dans ma vie, et c'est très important dans mon désir de cinéma. Je pense que je serais jamais passé de la philo au cinéma si j'avais pas voyagé. Ouais. Voilà. J'ai vécu, j'ai pas seulement voyagé, mais j'ai vécu au Vietnam. Ça a été très important dans ma vie. Et après, je suis rentré faire ma thèse de philo que j'ai faite parce que je suis un mec un peu obstiné, comme ça, je suis mon fil. Mais en vrai, j'étais très malheureux de rentrer dans l'université française faire ma thèse. Mais le verre était dans le fruit déjà. Et donc, quand j'ai fini ma thèse, j'ai dit j'arrête tout et je suis parti faire des documentaires au Vietnam. Voilà, et tu y es resté quand même quelques mois. Et j'y ai repassé pas mal de temps. Le rapport à ce pays a vraiment profondément changé ma vie. C'est un pays que j'aime, j'en parle la langue, un peu moins maintenant parce que j'ai un peu oublié, mais quand même. Et ça m'a complètement déplacé par rapport à mes années de formation intellectuelle dans l'Académie française. On a des micros capricieux, alors tu vas prendre le mien, ça va être mieux. Vous m'entendez pas? Si, mais ça grésille un peu. Tiens, on va voir si ça fonctionne mieux. Peut-être je postillonne trop. Ah non, tu postillonnes pas, mais t'es peut-être sous quelque chose, je sais pas, il y a peut-être un esprit. Ma petite question rituelle, c'est la première image de film ou la première image de cinéma qui t'a marqué très tôt. Je me souviens d'être allé voir, quand je devais avoir une dizaine d'années, c'est quand c'est sorti, Dersu Uzala de Kurosawa. Je suis allé voir ça avec mes parents. C'est un film qui m'a bouleversé, que j'ai revu plusieurs fois ensuite dans ma vie à plusieurs périodes, et dont je me sens très proche de ce que ça raconte. Puisque ça raconte, je ne sais pas si vous connaissez ce film, ça raconte l'amitié entre un explorateur russe
et son guide qui fait partie d'une minorité ethnique de la Sibérie. Et voilà. Et puis c'est un film fait par un japonais, donc Kurosawa, en Russie, donc pas chez lui. Tout ça, mais très sympathique. Et c'est un film qui me parle beaucoup. Voilà. Alors tu te rends compte que tu as choisi 2 films qui sont édités par les éditions Potemkin? Alors j'ai pas fait exprès, c'était pas pour failloter, mais tant mieux, tant mieux. Et ce moment-là où il perd la vue, où il y a quelque chose. Voilà, Dersu à un moment perd la vue, effectivement, lui qui est un grand chasseur, qui tire avec une grande précision, perd la vue et sait qu'il pourra plus vivre sa vie de chasseur. C'est très bouleversant. Ouais. Il y a aussi une grande scène où ils sont en expédition, donc Arseniev, le personnage principal, et Dersu, et tout d'un coup le soir tombe et ils se rendent compte que si le soir tombe et ils sont pas construits un abri pour dormir, ils vont mourir. Donc très vite, au milieu de la taïga, comme ça, ils doivent chercher tous les matériaux avec lesquels ils vont construire une hutte qui leur permettra de survivre pendant cette nuit. Tout ça dans un paysage crépusculaire, entre chien et loup, comme ça, très beau, très simple mais très beau. C'est curieux parce que quand tu parles de cinéma, on est tout de suite embarqué dans une sorte de voyage où c'est toujours. J'ai dit tout de suite, le voyage c'est important dans mon envie de faire du cinéma en fait. C'est-à-dire ? Parce que si je voyage pas, moi au départ j'étais programmé, moi je suis fils d'universitaire, j'étais programmé pour faire la même chose, j'ai commencé ma vie donc avec une carrière académique toute tracée comme ça, à passer des concours, à vivre dans des bibliothèques, à vivre au milieu des livres. Et ça a été, la philosophie, ça a été un grand amour aussi, hein, mais il y a un moment où je suis sorti de ça par le voyage. C'est le voyage qui m'a sorti de cette vie universitaire. Et on pourrait dire qu'il m'a sauvé, si tant est que l'université soit une perdition, mais c'est possible. Et donc voilà, et dans toutes mes envies de film, il y a une envie de voyage. Jusqu'à Suleiman, qui est un peu différent de ce point de vue-là. C'est mon premier film que je fais en France, pas loin de chez moi. Suleiman, il y a des scènes qu'on a tournées à 2 pâtés de maison d'ici, et j'habite pas loin non plus. On peut dire que le film, dans sa partie parisienne, en tout cas, il est tourné entre Jaurès, Barbès, Grand Boulevard, dans un peu de ce triangle-là, comme ça. Et moi, j'habite à peu près au point, comme on dit, au centre de gravité, entre ces 3 points, au barycentre. Voilà. Parce que les premiers... Et tous mes autres films, c'était lié à des... Voilà, j'ai fait des films au Vietnam, parce que le Vietnam, ça a été une grande passion pour moi de découvrir ce pays, de plonger dans un ailleurs, de rencontrer des gens très loin de moi, avec une autre culture, une autre histoire surtout, d'autres rapports sociaux. Et j'ai commencé en faisant du documentaire avec l'envie d'aller vers ces gens et de me rapprocher d'eux et de vivre des choses avec eux. C'est-à-dire que souvent... toujours même, au départ, il y a une envie de film, c'est aussi une envie de vivre quelque chose. Je suis un peu égoïste, j'ai envie aussi de vivre des trucs quand je fais un film. J'ai envie qu'un film, ce soit une grande aventure humaine, aussi pour moi, quoi. Il faut que je prenne mon plaisir aussi quand même quelque part. Je suis pas juste là pour souffrir et amener un objet sur la table au spectateur. Et Hope, c'est pareil, ça a été une grande aventure humaine, le tournage fantastique. Tous les gens qui ont participé au tournage, ils voulaient qu'une seule chose, c'est qu'on reparte faire un autre film après. Hope, c'est ton premier film de fiction, le premier long métrage de fiction, où tu racontes le parcours d'un Camerounais et d'une Nigériane. C'est voilà, ça. 2 Africains sur la route de l'Europe, et le film tout entier se passe dans un entre-deux, où les personnages sont donc au Maghreb, donc les personnages sont déjà loin de chez eux puisqu'ils viennent d'Afrique subsaharienne, mais ils sont aussi loin de l'endroit où ils veulent aller, c'est-à-dire l'Europe, et ça se passe dans cet entre-deux-là. Et c'est un film qu'on a tourné au Maroc avec une équipe franco-marocaine, et puis tous ces acteurs qui venaient des communautés de migrants camerounais et nigérians. Et voilà, tout le tournage c'était assez extraordinaire parce qu'il y avait la rencontre entre ces 3 mondes, les Français, les Marocains et les subsahariens, avec plein de rencontres dans tous les sens, et ça circulait de manière très étonnante. C'était une très belle aventure humaine, et pour moi c'est important qu'un film ce soit pas seulement un objet qu'on propose à la fin, mais que ce soit aussi une aventure humaine. Ah merde, c'est ma vie, quoi. J'ai envie de vivre des trucs cool, quoi. Mais et toi, tes premiers rapports, parce que là tu parlais du Vietnam, mais ton premier rapport à l'Afrique, il se fait par quel biais ou En fait, il y a eu un moment.
Pardon. Non, je t'en prie. En fait, il y a eu un moment où au Vietnam, j'ai senti que je tournais un peu en rond. Après, donc j'ai fait j'ai fait 2 films documentaires au Vietnam. Un film de 50 minutes, qui était mon tout premier film où j'apprenais tout en faisant. Puis un film où j'ai pris un peu plus le temps de faire les choses, qui a été donc devenu un long métrage qui s'appelle Les âmes errantes. Qui a une petite sortie salle ici et une petite édition DVD aussi. Et après Les âmes errantes, je me suis dit ça va être compliqué en fait de faire de vivre une autre histoire aussi parfaite que celle-là. Je parle pas du film, je dis pas que le film est parfait, le film a plein de défauts, comme tous mes films, mais l'histoire j'avais une place dans ce tournage et je trouvais ça incroyable. Je me dis mais comment en fait je vais pouvoir faire une carrière de documentariste à partir de ça, c'est pas reduplicable en fait. Je vais pas pouvoir vivre d'autres histoires qui sont aussi parfaites que ça dans la place que j'ai comme réalisateur par rapport à l'histoire qu'on raconte, par rapport aux gens qu'on filme et tout ça. Et j'ai essayé de faire un autre documentaire au Vietnam après, et puis très vite ça me glissait entre les doigts, et puis surtout très vite je me disais, en fait le Vietnam que j'ai connu dans les quelques années avant, il était plus excitant, maintenant il y a plein de touristes qui arrivent, c'est en train de devenir un peu plus normal, un peu plus banalisé. Tout d'un coup je me suis dit, mais attends Boris, t'es en train de devenir un vieux con. C'est un peu la définition du vieux con quand on trouve que tout était mieux avant, et je me suis dit il faut que j'aille ailleurs en fait. Et voilà, j'avais un copain qui était parti au Congo entre temps, travailler pour l'ambassade de France au Congo, et j'ai profité qu'il était là pour aller au Congo, et j'ai développé 2 projets de documentaires. Congo Kinshasa, RDC. Donc j'ai débarqué au Congo, je sais plus quelles années c'était, mais peut-être vers 2010 par là. Et pour développer un projet de documentaire, j'ai fait des longs voyages incroyables au Congo, dans l'intérieur du Congo, dans des endroits où personne ne va, dans la forêt, avec les pygmées, avec d'anciens miliciens, avec vraiment un truc complètement fou que je ne vous recommande pas de faire, mais à la fin en fait et tout voilà, mais ça a été mon expérience de l'Afrique, ça a été ça d'abord, et c'est bien parce qu'une fois qu'on a fait qu'on a vécu des choses au Congo, je pense qu'on peut faire tous les autres pays africains, parce que c'est pas un pays facile, c'est pas un pays facile parce que c'est un pays qui va pas bien. C'est un pays du coup qui va encore moins, qui va pas bien qui en ce va moment, pas bien en ce moment, mais c'est de manière un peu constante oui. depuis 96. Depuis 96, de manière constante, il y a des guerres au Congo, il y a des bouleversements, c'est très pauvre. Et ce que je trouvais très dur au Congo pour moi, de manière un petit peu égocentrique, c'est que chaque jour, il y avait quelqu'un qui me renvoyait au fait que je suis un blanc. Donc héritier d'un passé colonial, et moi je me voyais pas comme héritier d'un passé colonial. Moi je suis fils de communiste militant contre la colonisation, donc je me voyais pas comme l'héritier d'un passé colonial, mais au Congo si. J'arrive, je suis blanc, en Afrique, je porte ça. En Afrique noire, Et c'était très intéressant pour moi de faire cet apprentissage-là et de comprendre ça. C'est des choses qu'on retrouve un peu dans Camille, le film que j'ai fait plus tard en RCA. Et en tout cas, ça a été le début de mon histoire avec l'Afrique. Et puis après, en parallèle, j'avais commencé à écrire Hope. Et puis à un moment donné, j'ai abandonné les projets de documentaire et je suis parti dans la fiction et j'ai fait Hope, en fait. Mais ouais, le film que tu fais après Hope, c'est Camille, et ça raconte l'histoire d'une photo-reporter, Camille Lepage, qui va... Il y a quelque chose d'assez, pas autobiographique, mais on sent qu'elle est proche de ce que tu es. Maintenant, quand je t'entends en parler, je sens beaucoup, tu as mis beaucoup de toi dans Camille, qui va toujours plus loin, toujours plus profond, et dans ce milieu-là aussi du photoreportage, où il y a quelque chose du baroudeur, une sorte d'émulation comme ça, et puis d'addiction au danger, à la vérité, à chercher l'image juste. Je ne sais pas si c'est l'image juste, mais à chercher la photo, quoi. Oui, Camille, c'est moi, clairement. Et en ce sens-là, Camille est différente. Qui est jouée par Nina Meurice, qu'on retrouve dans Souleymane. Ouais, Camille est différente. Ce film est différent de mes 2 autres films de fiction, c'est-à-dire Hope et l'histoire de Souleymane, qui en un sens sont plus proches tous les deux. Camille, c'est-à-dire ces 2 autres... Pardon, excusez-moi, je suis un peu confus. Je suis arrivé un peu en courant ici parce que je venais du CNC où je devais enregistrer un podcast. Et je suis désolé d'être arrivé en retard. J'aurais dû commencer par là, pardon. Hope et l'histoire de Souleymane, un peu comme ce que j'avais fait en documentaire avant, c'est des films qui racontent l'autre.
Voilà, il raconte le migrant qui n'est pas moi, qui raconte le livreur sans papier qui n'est pas moi. C'est des films où tout mon geste de cinéma consiste à me dire ok, je vais raconter l'autre, c'est-à-dire je vais raconter une vie qui est très loin de la mienne et je vais essayer de le faire bien. Et ça va être ça le geste de cinéma, et on va travailler avec des acteurs non professionnels parce que c'est eux qui vont m'amener la justesse que tout seul je n'aurais pas. Voilà. Alors que Camille, au contraire, c'est un film beaucoup plus on pourrait dire introspectif, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pour le qualifier, en tout cas, où le personnage principal est plus comme une sorte de double de moi. Alors c'est un double qui n'est pas tout à fait ressemblant, c'est une femme, elle est jeune, elle fait de la photo, voilà, ça c'est pas moi, mais c'est quand même quelqu'un qui est dans le voir comme moi, et puis surtout c'est quelqu'un, il y a une voix off du personnage, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu le film ici, mais il y a, vers la fin du film, il y a une voix off du personnage tout d'un coup, qui n'est pas dans le début du film, qui est à la fin du film, où elle a tout d'un coup une sorte d'introspection et elle se dit mais comment ça se fait que j'ai besoin de partir au bout du monde pour trouver le sens de ma vie, pourquoi je m'intéresse à ces guerres lointaines qui n'ont rien à voir avec moi, qui ne sont pas ma guerre, et c'est quoi le sens de ma vie, et elle n'a pas de réponse à cette question, et ces questions-là que je mets dans sa bouche, c'est mes questions, et je n'ai pas de réponse non plus. Et en même temps, il y a quelque chose, ce que tu ne dis pas, c'est qu'elle dit je n'ai jamais été aussi heureux, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit de ma vie, quoi. Et elle est au fin fond de la jungle avec des rebelles qui ont massacré à la machette quelques jours plus tôt voilà, leurs opposants. Donc il y a un moment, je sais pas, elle est dans une sorte d'intensité de ce qu'est sa vie et de ce qu'est la vie du monde aussi. Il y a comme si elle respirait aussi. Voilà, mais donc c'est vrai que le film, en quelque sorte, est un peu la réponse à cette question. Je sais que cette réponse, tout le monde la comprend pas. Il y a plein de gens que j'ai vu des gens qui avaient du mal avec le film. C'est les gens qui trouvaient que cette fille était juste folle. Mais qu'est-ce qui lui prend d'aller au bout du monde, de prendre d'autant de risques, ça se fait pas, un bon journaliste fait pas ça, etc. Et moi, moi j'ai pas de problème avec ça. Moi je trouve que ce qu'elle fait c'est super, et y compris mourir, c'est pas grave en fait. Enfin c'est pas grave, oui c'est grave, mais mourir pour quelque chose auquel on croit, c'est pas la pire chose qui puisse arriver en fait. Et donc voilà, c'est une réponse, mais pas une réponse. C'est-à-dire que le film, le film vous est livré comme une forme de réponse à ces questions, mais vous la prenez ou vous la prenez pas. Enfin, vous l'achetez ou vous l'achetez pas. Le DVD. Alors, je vais te ramener aussi avec une petite. Préparez vos questions aussi, parce que je vois plein de nouvelles têtes et tout ça, et des gens qui ont dû, je pense, aimer. C'est cool de voir du monde qui est là pour un DVD. Franchement, je trouve ça génial. Hein. Alors, qui a vu le film, qui n'a pas vu le film? Ah, il y a quand même des gens qui n'ont pas vu le film. D'accord. Ok. D'accord, donc on va peut-être pas tout, je sais pas s'il y a dévoilé ou pas à dévoiler, parce que c'est les fins, il n'y a pas à spoiler ou pas spoiler. Moi j'ai envie de te ramener un peu du côté du cinéma et aussi du cinéma des autres, parce que moi quand je vois l'histoire de Suleiman, et c'est intéressant parce que tu en parles aussi dans des interviews, mais j'ai beaucoup pensé à des cinéastes roumains que j'aime beaucoup, et notamment celui qui a eu la Palme d'Or, Mungiu, et celui qui ne l'avait pas eu mais qui aurait peut-être mérité de l'avoir mais qui n'était pas dans la sélection, Cristi Puiu, pour la mort de Dante Lazarescu. Et c'est des films qui moi m'ont profondément marqué qui sont dans une tonalité qui peut être proche, qui peut être rapprochée de l'histoire de Suleiman, dans une sorte d'urgence, un thriller avec un temps qui est compté, avec des personnages qu'on suit comme ça et auxquels on est accroché. Peut-être parle-nous de la découverte de ces films, et puis comment tu t'en as fait un matériau pour ton film. C'est des films que j'ai vus à leur sortie, hein, donc ça remonte un petit peu maintenant, mais c'est vrai que ça nous a beaucoup marqué quand est arrivée cette nouvelle vague roumaine à un moment, avec une manière, à la fois avec le réel que ça transportait et puis leur manière de se saisir du réel, c'était hyper frappant. Moi j'adore ces deux films. Alors juste pour les pitcher en deux secondes. Ouais, alors 4 mois, 3 semaines, 2 jours, ça raconte l'histoire de deux filles qui partagent une chambre d'internat à la fac, à la Cité U, et l'une va aider sa voisine de chambre à avorter, alors que c'est illégal en Roumanie à cette époque-là. Et ça se passe sur une journée, c'est la journée où elle aide sa copine à avorter. Le film a eu la Palme d'Or. Le film a eu la Palme d'Or, et c'est un film, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que c'est un film j'ai entendu à l'époque, on parlait parfois de thriller. C'est pas un film très rapide, hein, c'est un film qui prend son temps et des séquences
qui prennent vraiment leur temps, mais il y a une dimension de thriller parce qu'effectivement on se demande comment ça va se passer, est-ce qu'elle va pas mourir, est-ce qu'elle va pas... voilà. Toutes les rencontres, et c'est ce qu'on retrouve dans Suleiman, je trouve, toutes les rencontres sont des obstacles, quelque chose du quotidien devient une montagne à surmonter. Voilà, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de construire du thriller sans ramener aucune figure de genre du thriller. Il n'y a pas de bandit, il n'y a pas de pistolet, boum boum, pan pan, il n'y a pas de policier, de course-poursuite. Voilà, c'est que des choses très simples, humaines, des rencontres, il n'y a pas d'affrontement physique, et pourtant, on a un suspense de l'ordre du thriller. Et ça, je trouve ça génial. Et donc, c'est vrai que ce film, il était un peu une sorte de... j'y pensais beaucoup, mais plutôt au moment de l'écriture que de la réalisation. D'accord. Donc plutôt dans l'écriture, de se dire ok, en fait c'est possible de faire un film qui soit qui mette aucune histoire de gendarmes et de voleurs ou de trafic de drogue, de police, de braquage, rien de tout ça, pas de gun. Et pourtant, on va avoir un suspense lors du thriller. Et la première chose à faire pour ça, c'est on va réduire la temporalité. Donc c'est vrai que 4 mois, 3 semaines, 2 jours, ça se passe sur une journée. Et Suleiman, ça se passe en gros sur 48 heures. Et ça, c'était la première décision de scénario que j'ai prise et que j'ai pris très en amont, avant même de savoir vraiment qu'est-ce que ça allait raconter, comment ça allait raconter, que ça se passe sur un temps très réduit et que ça ressemble à une course-poursuite. Ça faisait aussi partie de l'envie cinématographique plus que scénaristique de se dire c'est quand même hyper excitant de suivre un mec en vélo dans la ville. Avec ça, il y a plein de choses à faire, quoi. Mais il faut que ça aille vite. Et comment dire, dans la construction de ton film, alors on va rester sur l'écriture de ton film, ça se construit et il y a donc plein de sous-histoires ou de fils narratifs. Le film est tendu parce que le personnage a des contraintes, a des choses, a un objectif. Et en même temps, pour arriver à cet objectif, il doit remplir des missions. Donc, raconte-nous peut-être comment tu as construit l'articulation du film ou la construction du film. Alors, il y a en fait 2 fils narratifs principaux qui sont le fil de l'asile et le fil de la livraison. Et là, sans doute la grosse difficulté vraiment de tricotage du scénario qu'on a eu avec Delphine Agut, qui est la co-scénariste du film, c'est d'arriver à faire fonctionner le fait qu'il y ait ces 2 lignes narratives. Excusez-moi, on rentre un peu dans la cuisine du scénario, mais la ligne... Je trouve que c'est intéressant quand même de voir comment le film est construit. C'est pour ça qu'on on y va. Et comment rentre dans la cuisine. Le fil de l'asile, c'est forcément le fil principal, puisque c'est le désir du personnage. Le personnage veut obtenir l'asile et il est convaincu, et il n'a pas tort, que l'asile est ce qui changera sa vie. Que donc son entretien de demande d'asile, c'est le jour qui peut changer toute sa vie. Donc c'est le vrai enjeu dramatique du film. Le problème, c'est que cet enjeu dramatique, c'est un enjeu élevé, donc c'est bien, mais il ne suscite pas beaucoup d'action. Parce que qu'est-ce qu'on peut avoir comme action sur cette ligne dramatique-là ? Il va répéter son récit, et puis une fois qu'il aura répété son récit, il va s'asseoir devant l'agent de l'OFPRA et il va essayer de défendre sa cause, donc on va avoir des choses très statiques. Voilà. À côté de ça, on a le fil de la livraison. Le fil de la livraison, c'est pas le fil principal, parce qu'en fait, tout ce qui peut arriver dans la livraison ne sont pas des choses qui changent sa vie. Il peut perdre son compte, c'est chiant, mais ça change pas sa vie. Il peut se faire voler son vélo. Longtemps, il y a eu cette scène dans le film, elle n'existe plus. Ça change pas sa vie. Bon, il peut avoir un accident de voiture et se faire écraser. Ça changerait sa vie. Mais il se fait pas. Oui, il faut pas le dire trop fort pour ceux qui n'ont pas vu le film. D'accord. Mais en tout cas, voilà, aucun de ces enjeux-là ne sont les enjeux vraiment, réellement vitaux pour le personnage. En revanche, c'est un fil qui offre plein d'actions possibles. Ne serait-ce que la livraison sans aucun enjeu dramatique déjà offre toutes les scènes avec les restaurateurs, les clients, les déambulations dans Paris, le vélo. Voilà, déjà c'est un fil qui offre plein de situations. Et puis ça offre aussi des vrais enjeux dramatiques qui sont notamment autour du rapport avec le titulaire de compte. Pour ceux qui sont pas familiers avec ce qu'on raconte le film, moi la première chose que j'ai découvert en m'intéressant aux livreurs, c'est que la plupart des livreurs à Paris sont sans papier, que quand on est sans papier on n'a pas le droit de travailler, et que donc si vous voulez faire de la livraison, vous devez louer le compte de quelqu'un qui a des papiers et qui ouvre un compte et qui vous prête son compte, mais contre quelque chose, donc soit contre un fixe, 100 à 150 euros par semaine, soit contre un pourcentage, généralement 30% du salaire. Et que entre le livreur et le propriétaire de compte, il y a plein d'histoires. Moi,
plein de livreurs m'ont raconté des histoires d'arnaques, des histoires de négociations complexes, des histoires de livreurs qui n'arrivent pas à récupérer leur argent, qui courent après leur titulaire pour essayer de le retrouver, etc. etc. Donc, toute la difficulté du scénario, en fait, c'était de nouer ensemble ces deux fils. Le fil organique principal, qui est celui de l'asile, et le fil qui offre plein d'actions et de situations, qui est celui de la livraison. Et quand on a eu trouvé ça avec Delphine, en fait, on était bon. Le film était. Comment dire, son histoire, donc l'histoire pour l'OFPRA, c'est quelque chose qui va parcourir le film parce qu'il la répète comme une sorte de mantra, comme on apprend une récitation, un texte avec ses oreillettes, et ça parcourt et ça alimente en plus. Ça occupe toute une partie de son cerveau. Ça occupe 80% de son cerveau quand même. Moi, j'avais beaucoup aimé quand un Guinéen m'avait raconté ça. Il m'avait parlé de ces gens qui vendaient des récits ou qui vendaient même des préparations à l'OFPRA. Et j'avais adoré qu'il m'explique qu'en fait, il enregistrait des mémos vocaux pour ça. Et donc, tout de suite, je me suis dit, mais ça, c'est super pour mettre dans le film. Parce que c'est quelqu'un qui écrit dans un film, c'est très peu cinématographique. Donc, l'idée de ces mémos vocaux, et après, je me suis dit, mais si on mêle ça avec la livraison, et donc effectivement qui répète son récit d'asile tout en faisant la livraison, ça fait qu'il y a deux choses qui en permanence liées comme ça dans le film, et donc les scènes de livraison qui sont des scènes assez jolies à tourner, assez intéressantes à tourner parce que dynamiques, mais au fond avec peu d'impact dramatique parce que on livre un sac à quelqu'un. Il n'y a pas d'enjeu dramatique réel pour ça. Mais si on mêle ça avec l'asile, c'est-à-dire que cette répétition du récit, et avec le sentiment du stress qui monte, et que plus le stress monte, plus ça devient difficile de parler avec les restaurateurs, les clients, que le personnage est comme une sorte de cocotte minute qui bouillonne de plus en plus, et qu'on se dit, mais tout d'un coup, il va péter les plombs, ou il va, ce qui est sur le point d'arriver dans la scène, par exemple, avec le restaurateur qui vend des pizzas, que je joue, parce que je prends toujours le plus mauvais rôle. Ah oui, c'est vraiment le rôle du restaurateur un peu salopard, un peu connard. Connard, on est d'accord. Mais c'est un bon rôle pour moi. Donc, il y a un autre fil narratif aussi qui est important, c'est savoir où dormir. Qui a une contrainte, et on a découvert, même si on est un peu familier de ces milieux-là, on n'est pas surpris, mais savoir où est-ce que je vais dormir, quoi, où est-ce qu'il va dormir. Voilà, c'est pareil, ça m'a beaucoup intéressé quand j'ai rencontré des livreurs qui m'ont raconté que dans les premiers temps où ils avaient la livraison, avant de commencer à avoir un peu d'argent et pouvoir se chercher une chambre, ils habitaient dans les centres d'hébergement d'urgence. Tout ce qui tourne autour du 115, donc le 115 c'est le numéro d'hébergement d'urgence qui dépend de la mairie de Paris et qu'on appelle. Je trouve ça très passionnant en fait, tout ce qu'il racontait. Le fait notamment qu'il faut appeler très tôt le matin pour réserver un lit. Donc le standard ouvre à 7h je crois. Donc dès 6h45 il commence à appeler, il tombe sur le disque. Et en vrai, si à 7h30, 8h ils n'ont pas un lit, 7h30, 8h du matin, c'est mort en fait. Après, vous pouvez appeler tout ce que vous voulez, tout est complet en fait. Parce que tout simplement, il y a beaucoup moins d'hébergements offerts qu'il y a de gens à la rue. Donc chaque matin, ils doivent rappeler pour avoir un lit le soir. Ça, je trouvais ça incroyable. Et puis j'avais eu plusieurs m'avaient raconté aussi ces courses pour attraper le bus le soir, parce qu'eux ils sont livreurs, donc forcément quand vous livrez le soir. Le soir, c'est le meilleur créneau de livraison. Donc vous essayez de faire le plus de livraison possible le soir, mais vous savez que vous avez le bus qui va partir à 22h30 de Jaurès. Je le montre parce que c'est là-bas. Ouais. Oui, la rue est là comme ça. Non, ok. Donc vous savez qu'à 22h30 le bus part de Jaurès, mais vous essayez de caser le plus de livraisons possible, mais plus vous en casez, plus vous commencez à prendre des risques. Et puis après, il court pour attraper le bus. Et s'il rate le bus, en fait, avec le système tel qu'il existait à l'époque, il a un peu changé maintenant. Mais si vous entrez pas dans le bus, vous pouvez pas rentrer dans le centre. Vous pouvez pas aller par vos propres moyens au centre qui est porte de Clignancourt, c'est pas loin, mais vous pouvez pas y aller par vos propres moyens. Le seul moyen d'accès, c'est le bus en étant sur la liste et en étant coché par les travailleurs sociaux qui font ce boulot-là. Donc il y avait ce côté de course-poursuite et que je trouvais aussi assez passionnant. À la course contre la montre, voilà. Qui redoublait. Ouais. Des questions, moi j'en ai, mais oui. Alors, là et après. Merci beaucoup, monsieur, d'être venu. Je voudrais profiter du fait que vous aviez été professeur. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des conseils pour tous les étudiants qui souhaitent se réorienter, mais qui n'ont pas le courage de le faire?
Alors là, vous me prenez de court, si je puis dire. C'est vous ? Moi, je pense qu'il faut, si on a vraiment envie, il faut le faire. Après avoir, parce que moi, donc, j'ai eu cette première vie professionnelle donc, comme j'étais élève dans l'école normale supérieure, c'est-à-dire qu'à partir de 19 ans, j'étais fonctionnaire, j'avais mon salaire qui tombait à la fin du mois, et ça a été le cas jusqu'à ce que, je sais pas, quand j'avais 29 ans ou 30 ans, j'ai quitté tout ça. Et après, j'ai pas mal galéré, hein. J'ai pas mal galéré, plein de fois, je savais pas trop comment j'allais gagner. J'ai dû apprendre à gagner ma vie, ce que j'avais jamais fait avant. J'avais l'habitude d'un salaire qui tombait chaque mois tout seul, c'est pas mal quand même. Et j'ai pas mal galéré, mais j'ai jamais regretté en fait. Jamais, même quand j'ai les fins de mois difficiles, même les débuts de mois difficiles parfois. J'ai pas gagné beaucoup d'argent avec mon métier, d'ailleurs toujours pas, mais maintenant quand même j'en vis. Mais j'ai jamais regretté en fait, et donc non, on n'a qu'une vie, faut pas la perdre, hein. Ça serait dommage. Bonjour. Trois petits points. Le premier, c'est que vous disiez que dans le fil narratif des livraisons, il n'y avait pas tellement d'enjeux essentiels. Et moi, j'ai ressenti le film ponctuellement dans chaque scène, dans chaque action de chaque scène, une tension et un risque maximum dans ces scènes-là, quoi. Et quitte à oublier l'objectif ultime de l'asile. Donc ça, c'était la première chose. Je peux répondre point par point. Ouais. C'est vrai, et puis on a essayé de le faire comme ça, donc si vous l'avez ressenti, tant mieux. Mais par exemple, au début, moi, quand je me suis lancé dans ce projet, je ne savais pas que ça allait raconter une histoire d'asile. Moi, je savais juste que j'allais m'intéresser aux livreurs en vélo, que j'allais raconter probablement l'histoire d'un livreur à vélo. Et à partir de là, je commençais à enquêter et à recueillir des récits. Et c'est dans ces récits que j'ai trouvé l'histoire. Enfin, j'ai pas trouvé l'histoire toute faite, mais c'est après avoir fait ce premier recueil que je me suis assis. Je me suis dit, ok, maintenant quel film je raconte, quelle histoire on raconte, en fait, quelle est la bonne histoire sur ce milieu-là. Et je me suis dit, par exemple, on pourrait raconter l'histoire d'un mec qui se fait voler son vélo. Bon, le film existe déjà, hein, c'est Le voleur de bicyclette, 1947, Vittorio De Sica, un grand classique du cinéma néo-réaliste italien, un film que j'adore, que je trouve qui reste pour moi une leçon de scénario, de cinéma, de ce que c'est qu'un film social, jusqu'au bout. Et en fait, je me suis dit, moi par exemple, il y a plusieurs livreurs qui m'ont raconté des histoires où ils s'étaient fait voler leur vélo, et ils étaient désolés, ils avaient presque pas d'argent et tout ça. Mais je pense à un par exemple qui m'a raconté qu'il s'était fait voler son vélo. Il est allé à la banque postale où il avait un compte, il a retiré ce qu'il avait sur son compte, il avait 20 euros. 20 euros, c'est pas beaucoup. Il est allé à Château d'Eau. Il a vu des gens dans la rue qui vendaient je sais pas trop quoi, et il leur a dit moi je cherche un vélo, ça, on lui a envoyé à une autre personne qui a envoyé à une autre personne, etc. Il a fini par trouver un mec qui avait 2 vélos, un vélo d'enfant grand comme ça, c'est pas bon, et puis un autre vélo un peu pourri, brinque-ballant et tout ça. Il a dit ok, je veux bien celui-là, et l'autre lui dit 100 euros, il dit bah non, moi j'ai 20 euros, et il négocie, de toute façon j'ai que 20 euros, il a eu son vélo pour 20 euros. La leçon que moi je tire de ça, et j'aimais bien toutes ces scènes et tout ça. J'aurais adoré mettre ça dans le film. Mais à un moment, il y avait un trop-plein. Mais ce que je me suis dit de ça, c'est qu'en fait, perdre son vélo, oui, c'est dramatique. De même, quand Souleymane perd son compte dans le film, c'est dramatique. Mais le lendemain, il peut quand même aller à Château d'Eau et se racheter un vélo, en fait. Donc, c'est pas la fin de sa vie. Alors que ce que tous les livreurs m'ont dit, enfin, pas tous les livreurs, mais en tout cas tous ceux qui avaient demandé l'asile, qui l'ont eu ou qui l'ont pas eu, à qui j'ai parlé, ils m'ont raconté, ils m'ont dit l'entretien d'asile, c'est le jour qui peut changer toute ta vie. Et c'est vrai, parce que je vois entre ceux qui ont des papiers et ceux qui n'ont pas de papiers, c'est comme 2 mondes différents. Donc en fait, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Je veux dire, évidemment, c'est terrible de se faire voler son vélo pour quelqu'un qui a très peu d'argent. C'est terrible de se faire fermer son compte. Mais la question des papiers, c'est un autre niveau en fait. Et c'est ça que j'ai compris en parlant avec eux. Et moi, j'aime bien que ce soit le réel qui me donne les réponses aux questions de scénario. Et que c'était un autre niveau dramatique. Voilà. Mais après, si vous avez ressenti la tension dramatique dans chaque scène, je vous en remercie et j'en suis très content. Deuxième point, il y a un autre fil narratif qui, moi, m'a beaucoup touché, qui traverse votre film, c'est son lien avec sa mère et son amoureuse, qui ne fait que traverser, mais qui est hyper fort. Donc, voilà, je vais juste dire que ça... Ouais, j'ai du mal à en parler comme d'un thème de scénario, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est venu très tardivement et qui est venu en fait via
Sangaré, qui est l'acteur du film. Et ça, c'est son histoire en fait. Et donc c'est quelque chose que j'ai importé que j'ai importé dans le scénario. À partir du moment où on a commencé à partir du moment où on l'a casté, qu'on l'a retenu et qu'on a parlé, et que je trouvais cette histoire très très émouvante. Et clairement, Sangaré a apporté dans le scénario, avec cette histoire entre autres, mais pas seulement, il a apporté la couche d'incarnation qui manquait dans le scénario, que je n'étais pas capable d'apporter moi, parce que je suis un auteur blanc qui raconte une histoire qui m'est très étrangère, et que donc il y a quelque chose qui ne pouvait pas venir que de moi en fait. Voilà. Et c'est pour ça que j'en parle pas, mais c'est sûr que c'est pour ça que j'en parle pas quand j'évoque les motifs du scénario, parce que c'est presque quelque chose qui est venu par l'acteur plus que par le scénario. Mais c'est sûr que c'est à la fin peut-être, pour certaines personnes en tout cas, c'est ça qu'ils vont retenir, et presque il y a certains qui vont retenir uniquement ça même. Et dernier point, je trouve que le son est très, très exceptionnel et très rare d'ailleurs dans votre film. D'abord, il n'y a pas de musique, et d'autre part, il y a des variations incroyables entre des moments chaotiques et extrêmement bouleversants du bruit de la ville et un travail, des choix et un travail sonore des bruits de la ville, et des silences, et des grands silences, des moments où tout disparaît. Ça, je trouve ça assez c'est une des choses qui m'a le plus bouleversé tout le long et qui m'a maintenu dans un état d'émotion. Voilà. Merci, c'est gentil de remarquer ça. C'est vrai que la décision de ne pas mettre de musique dans le film, qui était une décision que j'ai prise très tôt, un peu contre tout le monde, contre mon producteur, contre mon monteur. Au début, il n'était pas convaincu, il m'a dit on va essayer pendant 2 semaines, on va monter comme ça, et puis on verra si on n'a pas quand même besoin de musique après. Et puis après, il a oublié, il était complètement embarqué là-dedans. Mais ça, c'est une décision que j'ai prise très tôt, et ce qui est génial dans le fait de ne pas mettre de musique, c'est que tout d'un coup, ça ouvre un grand champ possible pour travailler avec le son en fait, et pour utiliser le son comme la bande originale du film quasiment. Pour utiliser le son de la ville comme la musique du film. Et faire jouer à ce son le rôle que joue généralement la musique, c'est-à-dire d'être vecteur de sensations et d'émotions. C'est-à-dire que le son ne soit pas simplement illustratif, pour nous dire ah ça c'est un carrefour, ça c'est un intérieur de restaurant, ça c'est ceci, cela, mais que le son apporte vraiment, qu'on le ressente vraiment très fort. Donc effectivement, en jouant beaucoup sur les contrastes très forts, en amenant parfois complètement du silence, qui fait que le spectateur retient sa respiration. Moi j'adore, plein de gens m'ont dit qu'à la fin des séances de cinéma, personne n'ose respirer. Les gens retiennent leur souffle parce qu'il n'y a pas de musique au générique. Donc les gens n'osent pas faire du bruit et du coup restent comme en suspendu encore dans l'émotion de la dernière scène du film, en fait, de cette scène d'entretien vers laquelle tout converge. Et voilà, mais ça, vraiment, tout ce travail possible du son, qui était génial, auquel j'ai pris beaucoup de plaisir avec toute l'équipe son, depuis la prise de son jusqu'au monteur son, mixeur, et tout ça, c'est possible parce qu'il y a eu cette décision préalable de dire, ok, il n'y aura pas de musique, mais on va quand même beaucoup jouer avec le son, en fait. C'est-à-dire que en vrai, c'est pas un son naturaliste. Et c'est, par exemple, dans la première scène du film, on ouvre le film dans le silence. C'est-à-dire qu'on a le plan de Sangaré, mais on a retiré l'ambiance qu'il y a, y compris la voix du vigile de l'OFPRA qui passe et qui demande aux gens s'ils ont des papiers, etc. On a retiré cette voix et on l'amène progressivement au début. Fait que ça, d'emblée, pour le spectateur, vous avez un rapport au film qui n'est pas un rapport purement naturaliste. C'est-à-dire que vous savez que le son n'est pas juste là pour illustrer, pour correspondre à la réalité de la scène, mais joue un peu différemment. Par exemple, là, dans ce premier plan, du coup, vous êtes comme concentré sur le visage de Sangaré parce qu'on vous a retiré le son qui est autour. Et un peu pareil à la fin. Ouais, bonjour, merci. Je voudrais justement rebondir par rapport à ce qu'a dit monsieur. C'est justement c'est la ville de Paris. Je crois que vous l'avez déjà dit dans les interviews, c'est que c'est véritablement un personnage à part entière. Donc, notamment à travers le son, justement, et tout ce que vous avez construit autour. Et donc, je voulais voir un petit peu avec vous justement ce personnage de Paris. En fait, j'avais 3 points moi aussi, donc mais peut-être répondre
à ce point-là, parce que je trouve, c'est essentiel. Enfin, je dirais, si on veut, il y a les grands aussi réalisateurs américains comme Michael Mann, où vraiment les villes de Los Angeles sont des personnages principaux. Et je trouve que vous avez repris un petit peu. C'est vraiment impressionnant la présence de Paris qui est omniprésente tout au long du film en fait par rapport à ce récit. Alors moi, je pensais pas à Michael Mann, je pensais plus à un certain cinéma new-yorkais. Donc moi, je pensais aux frères Safdie, évidemment, par exemple Uncut Gems, où le son est tellement présent. C'est pas forcément Uncut Gems, c'est pas forcément un film que j'adore, parce que au bout d'un moment, je trouve que le personnage devient insupportable et j'étouffe un peu, mais dans sa facture, le film est tellement intéressant, il invente tellement de choses, et puis dans sa manière de filmer la ville. Voilà, les frères Safdie, je trouve que c'est leur manière de filmer New York, j'adore ça, quoi. Et donc oui, filmer Paris. Moi, c'est mon premier film que je fais en France, les premiers films que je fais à Paris. Donc moi, j'habite à côté et je suis un peu un voisin de Potemkin en vrai. Et donc première fois où je filme à la maison, quoi. Et ouais, je trouvais ça assez excitant de filmer Paris. C'est vrai que je suis pas hyper fan de la manière dont le cinéma français représente Paris. Je trouve ça ni très excitant, ni très proche de la manière dont moi je vis ma ville. Et voilà. Et donc du coup, il y avait cette envie de faire un film très urbain. Enfin, il y a plusieurs envies, pardon. D'abord, il y avait cette idée que le Paris que je vais montrer, c'est pas mon Paris à moi, mais c'est le Paris de Souleymane, qui est pas exactement le même. Donc, je vais pas amener mon personnage dans des restaurants bobos ou dans des où il reste à la porte, voilà. La scène de restaurant, finalement, se passe plus dans la rue que dans le restaurant. Et quand on rentre dans le restaurant, on reste dans l'antichambre, en quelque sorte. Donc, il y avait cette idée que d'abord, que c'est le Paris de Souleymane. C'est-à-dire que c'est une géographie de Paris un peu différente. Et ça, je trouvais ça très intéressant d'avoir cette géographie, ce rapport à la ville un peu différent. C'est-à-dire que pour Souleymane, Paris, c'est une ville un peu hostile, en tout cas pas accueillante. Il pleut, il fait gris, c'est important pour moi de faire un film d'hiver. Alors on a tourné finalement à partir de fin octobre jusqu'à début décembre, comme en automne. J'avais envie de filmer sous la pluie tout le temps. Finalement il pleuvait pas tout le temps, mais il y a quand même de la pluie dans le film. Voilà, cette ville grise, parce que je me dis pour les Africains c'est tellement terrible de se retrouver tout d'un coup dans ce froid, et les livreurs livrent dans le froid. Il y a plus de livraison quand il fait froid et qu'il pleut que quand il fait beau, parce que quand il fait bleu et beau, les gens ils sortent et ils vont acheter eux-mêmes leur bouffe. Et donc voilà, cette ville hostile, grise, pluvieuse, et où la police peut être une menace sans cesse, où on est tout le temps dans la rue, on n'est pas jamais dans des lieux un peu dans des cocons comme ça. Et j'avais très envie de filmer ça. Et après, voilà, j'avais envie de faire un film très urbain, et pour ça, de plonger le dispositif de cinéma vraiment dans le chaos. Donc, parce que généralement, si on fait un film un peu tradi, qu'est-ce qu'on fait ? On va filmer au milieu des endroits un peu bordéliques, on va filmer juste un trajet du personnage. On filme le personnage qui traverse un carrefour bruyant. Et puis ensuite, la scène où ça joue, où il y a plusieurs personnages qui parlent, on la met dans un endroit un peu tranquille, où on peut faire notre scène de jeu un peu tranquille. Et moi, d'emblée, j'avais envie que les scènes de jeu, on les mette au milieu du bordel. Donc par exemple, il y a une scène très importante dramatiquement qu'on a mis dans le RER, alors que le RER c'est un des pires endroits, ça fait un bruit infernal, quoi. Ou alors il y a des scènes de dialogue dans des carrefours extrêmement bruyants. Donc mon ingénieur du son m'a maudit. Alors ça veut dire plusieurs choses. Alors, si on parle du son, c'était quand même un gros challenge. Ce qui nous sauve, c'est le bonnet. Voilà, comme on est en hiver, les personnages ont un bonnet. Dans le bonnet, on met un HF, et le HF de bonnet est super. Ça nous sauve. Donc c'est largement un film de HF, de micro HF. On avait toujours des perches. Il y a toujours un son perché, mais le son perché, souvent, ramène une telle ambiance très très forte que si on n'avait que la perche, on n'aurait pas de dialogue, quoi. On aurait du tout post-synchronisé, ce qui n'est pas le cas. Et donc ça, voilà, pour le son déjà. Énorme travail de prise de son avec tout ce travail vraiment fantastique qu'a fait Marc-Olivier Brûlé, l'ingénieur du son, qui m'a maudit, mais on s'entend très bien. C'est le seul de mon équipe à qui j'ai fait mes films précédents, donc ça fait 3 films qu'on fait ensemble. On s'aime beaucoup, même si on peut... Voilà. Mais voilà, énorme travail, par exemple, pour enregistrer le son sur le vélo. Donc quand on filme un vélo, il y a des micros partout.
il y a des micros sur la tête de Sangaré, il y a des micros dans le vélo un peu partout, il y a un enregistreur de son dans le sac Picard qui est le sac de livraison, il y a des micros sur la tête du chef-op, 2 micros HF qui font une sorte de stéréo sur la tête du chef-op parce que c'est lui qui est le plus proche de Sangaré. Donc il y a des micros partout comme ça qui arrivent à nous donner cette perception très riche de la ville qui fait qu'on a une belle matière de son. Après, il y a tout un travail de montage son, de mixage, mais on a déjà une très belle matière de son à la prise de son qui fait qu'on peut avoir ce son très immersif. Et ça me touche que vous soyez sensible au son du film parce que oui, on a un son très immersif parce que l'expérience que je propose dans le film, c'est une expérience immersive. Ça consiste à dire, les livreurs, vous les connaissez pas, ok, passez 48 heures avec Souleymane. Donc si on veut passer 48 heures avec Souleymane, il faut être vraiment proche de lui, au son et à l'image. Et donc à l'image, ça veut dire petite équipe. Donc on était très réduits. Au début, j'avais dit, moi je veux qu'on tourne tout à 5. Ça n'a pas été le cas. Mais on a quand même tenu. On a fait la première semaine comme ça, à 5, ce qui voulait dire une seule personne à l'image, ce que quasiment aucun chef-op n'accepte. Une seule personne au son, ce que les ingé-sons n'aiment pas non plus. C'est-à-dire que la même personne qui prémixe et qui perche. Voilà, moi, un assistant... ça c'est l'équipe vraiment minimale. On a fait la première semaine comme ça. Après on était un peu plus nombreux, donc 2 à l'image, 2 au son, mais quand même très très léger. Pas de lumière. Il n'y a que dans les scènes du centre d'hébergement d'urgence qu'il y a de la lumière. Là il y a une équipe d'écho, il y a une équipe électro, une équipe machino. On est plus classique comme équipe, mais sinon quand on est dans la ville, il n'y a pas de déco, il n'y a pas de lumière. Donc peut-être parce que effectivement on a un tournage différent la semaine, c'est une petite semaine de tournage, c'est 4 jours de tournage, le centre d'hébergement d'urgence. Effectivement c'était une autre ambiance de tournage que le reste. La plupart du film on est plus ou moins dans la rue en train de bricoler comme on peut, et quand on investit les lieux, on les investit très légèrement. C'est-à-dire que je voulais pas qu'on amène de lumière, donc généralement on change quelques ampoules par-ci par-là, parfois on rajoute un tube de néon, mais pas de source, pas de projecteur de source et tout ça. Et du coup, on peut s'insérer dans la vie de la ville. Et c'est ça qui était pour moi le plus important. Comment avoir un Paris qui ressemble à Paris, en tout cas au Paris que je connais moi, il faut qu'on soit dans le bordel. Il faut que les gens continuent à circuler, donc on bloque pas les rues, on bloque pas la circulation, et on laisse les gens passer. Donc on est tout le temps dérangé. Parfois c'est chiant parce que quand par exemple au son 10 fois on est juste au moment où on va dire action, non, il y a des travaux là, il y a un bruit là, il y a ça, ou alors il y a des gens qui passent et que ça nous embête. Bon, plein de dérangements, mais quand ça marche c'est bien parce qu'on a la vie de la ville. Les gens continuent à circuler, ils font ce qu'ils veulent, ils passent devant la caméra, ils bousculent le personnage. Il y a des scènes où parfois il y a un vrai livreur qui arrive prendre sa commande. Enfin, ils sont tous des vrais livreurs, mais un qu'on n'a pas payé en tout cas, et qui vient prendre sa commande et qui ne sait pas qu'est-ce qu'on fout là. Ou quand il saute dans le métro, à Barbès, là, il y a cette scène où il doit aller attraper son bus, il est en vélo, son vélo est un peu cassé, donc il laisse son vélo au milieu du carrefour de Barbès, et il voit arriver le métro aérien sur la ligne 2. J'adore la ligne 2, c'est magnifique ce métro aérien, ça c'est pour moi un des trucs les plus cinégéniques de Paris. Donc il voit passer le métro aérien, donc là vite il ferme son cadenas et il court, il traverse une avenue, 2 avenues, il rentre dans le métro en passant derrière une dame et il monte, voilà. Et moi quand j'ai dit à la RATP je veux tourner ça, ils m'ont dit ok d'accord super, bon, d'abord ça va être cher et en plus mais ça c'était la question que me réglait la production, mais en plus vous allez tourner donc au terminus Porte Dauphine parce que et vous allez avec un métro bien à l'arrêt, vous allez le remplir de figurants et vous allez faire rentrer votre personnage. Quand il sera bien rentré on va dire top, on va fermer la porte. J'ai dit mais attendez, on parlait pas de ça là. Voilà, et des mois de discussion après. C'est pas simple, mais finalement je suis très content. Moi je crois que mes meilleures expériences de tournage sur ce film c'était dans le métro. J'adorais faire ça en fait, comme si on me donnait des gros jouets avec lesquels jouer, des métros, des RER qui passent dans tous les sens, trop bien. Mais et à la fin on a fait vraiment comme je voulais qu'on fasse, et donc il pose vraiment son vélo au milieu du carrefour Barbès, qu'évidemment on n'a pas pu bloquer parce que si on demande à la mairie de Paris de bloquer le carrefour Barbès c'est impossible, on va nous dire non, on va nous dire super votre idée mais faites ça dans le petit carrefour machin où il n'y a jamais une voiture qui passe. Mais moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y ait des voitures dans tous les sens et qu'il y ait le métro au-dessus et qu'il y ait toute cette circulation.
Et voilà, et finalement on le fait comme ça, plus ou moins à l'arrache. Et quand ils rentrent dans le métro, c'est un vrai métro qui arrive au métro Barbès. Il y a plein de gens qui en sortent, qui savent pas qu'il y a un tournage et qui savent pas qu'est-ce qu'on fout là, mais c'est pas grave. Et c'est pareil, ça au début on m'a dit mais c'est pas possible en fait, parce que d'abord, et le droit à l'image, le droit à l'image, en fait on s'en fout. C'est en fait... Plus exactement, moi ce que j'ai répondu c'est retournons le problème dans l'autre sens. On tourne, si quelqu'un a un problème, nous dit je suis pas content, déjà on discute avec lui, on lui explique ce qu'on fait, et peut-être qu'il dira ok c'est bon, c'est pas grave, et à ce moment-là on lui fait signer un petit papier. Si vraiment il est pas content, et on le paye un cachet de figurant, et si vraiment il est pas content et qu'il veut pas, on annule le plan, on le jette à la poubelle et on en refait un autre. Et vaut mieux prendre les choses à l'envers comme ça, plutôt que se dire a priori c'est impossible de tourner en ville. Ou alors c'est pareil, on m'a dit tout le monde va regarder la caméra. Dire regarde caméra, il y en a eu quelques-uns. En vrai, pas tant que ça. Ce qui est bien avec les Parisiens, c'est que les Parisiens, ils en ont rien à foutre en fait. Une fois que tout le monde a compris qu'il y avait pas Brad Pitt ou Tom Cruise ou je sais pas qui dans le coin, et qu'on était juste une petite bande de mecs qui font du cinéma indépendant, personne n'en a rien à foutre. Surtout comme on est très léger, les gens ne pensent même pas cinéma, ils disent qu'on doit être en train de faire un reportage ou un truc, et les gens n'ont rien à foutre, ils tracent juste leur chemin et ils passent et on les entrevoit à peine et ça pose de problème à personne. Et là tout d'un coup on a la vraie vie de la vraie ville, et je pense, si vous êtes parisien et que vous avez vu le film, on se sent à Paris, voilà, on se dit ok oui ça c'est à Paris. Oui, pour terminer, parce que j'en poserai que deux finalement. Trop long, pardon. Non, mais c'est passionnant. Par rapport justement aux personnages, là, ce que j'ai personnellement beaucoup apprécié, évidemment, c'est la complexité de tous ces personnages où on n'est pas dans des caricatures entre les personnes qui peuvent s'exploiter entre communautés. C'est quelque chose que je connais aussi pas mal. Et je voulais justement, par rapport à ce que vous avez évoqué lors de votre séjour au Congo, où vous êtes senti en tant que blanc, je voulais savoir si cette démarche finalement, que vous aviez, il n'y avait pas une forme de rédemption, est-ce qu'il y avait quelque chose un petit peu que vous souhaitiez peut-être par rapport à ce passé post-colonial, voilà un petit peu, est-ce qu'il y avait quelque chose, une forme d'expiation, je sais pas, de rendre, parce que je leur donne la parole en fait, moi c'est une communauté avec laquelle je travaille pas mal et donc que je connais bien, et effectivement je trouve que c'est intéressant ce point de vue que vous avez, où de toute façon on est renvoyé à notre condition de blanc et en fait on n'est pas à leur place en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc est-ce qu'il y a quelque part il n'y a pas une forme de, je sais pas, de rédemption, enfin appelez-le comme vous oui, souhaitez. chaque matin moi je prends des verges et je me fouette. Non, alors, bon, je sais pas. Moi, j'emploierais pas ces termes pour me définir, mais peut-être je suis pas la personne la mieux placée pour. Mais moi, je parlerais pas de rédemption ou d'exemple ou de comment dire, d'expiation. Voilà, merci. C'est pas une éducation judéo-chrétienne, c'est plutôt une éducation communiste. Voilà, moi, j'ai plutôt le sentiment de faire finalement un geste politique et de dire. Que c'est important quand on a la chance de pouvoir faire des films et d'avoir les moyens de faire les films, c'est-à-dire le savoir-faire d'écrire et de réaliser, de mettre sa voix au service de gens qui n'ont pas les moyens, eux, de raconter leurs propres histoires. Voilà. Et puis moi, c'est les histoires qui me touchent, tout simplement. Ces histoires des exclus, des gens qui sont dans cette situation-là. Moi, je complète juste ce que tu disais par rapport Effectivement, mon éducation est plus communiste que judéo-chrétienne. Non, mais par rapport à la ville, parce que c'est vrai que c'est des quartiers qui, pour ceux qui habitent dans ces arrondissements, qui sont assez familiers, et là, qui ont une sorte d'étrangeté ou de danger. Et c'est ce que ton film redonne à voir aussi, c'est-à-dire que c'est des quartiers qui sont terriblement familiers, et en même temps, on en voit tous les dangers qu'on ne voit pas dans notre quotidien ou dans nos balades, ou quand on les traverse. Et ça, je trouve ça intéressant de revoir cette ligne 2 en disant, là, ça c'est l'objectif. Ça peut être un objectif quand on va au cinéma, mais disons qu'il n'y a pas le même enjeu, quoi. C'est pas chargé de la même façon. Ouais, mais ça rejoint ce que je disais au tout début, mais que j'ai peut-être pas dit très bien. C'est le côté, c'est le Paris de Souleymane et pas le Paris de moi ou de toi. Paris de Bobo qui se promène et dont la vie n'est pas en suspens, quoi. Et de redonner une puissance dramatique à ce paysage urbain, ce qui est renforcé aussi à l'image, et que encore une fois, ce temps gris ou pluvieux qu'on a accentué encore même en étalonnage, ce Paris nocturne, et puis cette rapidité avec laquelle la course dans laquelle on est en permanence, de redonner un caractère dramatique à Paris. En tout cas, c'est sûr que le Paris qu'on montre, c'est ni Émilie in Paris, ni Amélie Poulain. Non, là on est loin aussi. Voilà. Je me souviens qu'à un moment, on commençait à regarder une rue, et puis tout d'un coup, on s'est regardé, j'étais avec
mon équipe, enfin le chef op, ingé son, premier assistant, voilà, le petit groupe qu'on formait, on est en repérage, on regarde une rue, puis tout d'un coup on voit les lampadaires, on se dit non mais là c'est Amélie Poulain, impossible. Et on est allé voir ailleurs. Merci, bonsoir. Moi, je voulais vraiment vous remercier pour ce film que j'ai vraiment adoré. Vraiment bravo pour ce que vous avez fait. J'habite le quartier, pas très loin de Jaurès. Je circule à vélo. Donc pour moi, ce film-là, c'est pas du cinéma. J'ai vraiment eu l'impression que c'était montrer ce qui se passe dans la vraie vie en ce moment. Et puis montrer aussi... moi, j'ai été très, très touchée par toutes les scènes de livraison, en fait, qui montre bien qu'est-ce que c'est en fait derrière une livraison Uber, qu'est-ce qui se passe véritablement. Et quand le film s'est terminé avec effectivement ce silence dans la salle, moi j'ai eu le sentiment qu'on était tous ces consommateurs qui peuvent payer et qu'il n'y avait pas un seul Souleymane dans la salle. Et l'impression que m'a fait ce film, vraiment très forte, déjà vraiment pour moi c'est un film politique. C'est un film d'éveil de conscience et de montrer que voilà, il y a pas de magie, quoi. Il y a une réalité derrière toutes ces choses qui ont l'air faciles pour nous, voilà, nous tous là. Je pense qu'on a les moyens de faire ça, de commander des repas. Moi, je le fais pas. Ma fille, qui l'a fait quelques fois en sortant du film, m'a dit mais plus jamais je commande par Uber. Alors en même temps, je sais pas si c'est une bonne chose pour eux. Mais voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour ce film qui, pour moi, est vraiment un regard de vérité sur la société d'aujourd'hui. Je vous remercie. Après, regard de vérité, c'est pas forcément antinomique avec cinéma. Je pense que c'est beaucoup de travail de cinéma pour que vous ayez ce sentiment de vérité, y compris filmer des déambulations en vélo. En fait, c'est beaucoup de travail pour trouver comment ça marche. On n'a pas trouvé tout de suite, on a pas mal cherché, mais sur le fond, oui, vous avez raison, et c'est vrai que c'est drôle parce que quand j'ai commencé, pardon, je réponds par un autre biais, quand j'ai commencé ce projet, je passais mon temps à dire que c'était pas un film militant, ça je le pense toujours, et en tout cas à pas du tout me représenter la charge politique du film en fait, et c'est vraiment à la sortie que tout d'un coup, avec tout ce que les gens me renvoient, que je me dis mais en fait oui, c'est évidemment, oui bien sûr c'est un film politique, et en fait évidemment ma démarche depuis le début elle est politique, sauf que je me le représentais pas comme ça, mais c'est le cas. Le seul fait d'avoir une affiche avec un personnage noir dessus, c'est politique, comme je m'en suis rendu compte quand il y a des gens à qui ça plaît pas. Rien que ça déjà c'est politique. Oui. Avoir un personnage noir sur un film français, voilà. Aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de politique. Et vous avez tout à fait raison de dire le film tend un miroir un petit peu. Et c'était important pour moi, pour cette raison qu'il n'y ait pas vraiment de méchant dans l'histoire. Bon, il y a un restaurateur connard, mais qu'il n'y ait pas vraiment de méchant dans l'histoire. Je veux dire que les personnages d'Emmanuel, de Barry, sont pas des. C'est pas des gens. Ils ont leurs intérêts. Ils ont leurs raisons. Ils ont leurs raisons. Ils vivent dans un monde qui a ses lois, et ces lois leur donnent pas tort. C'est pas des salopards, c'est ce qu'ils font est considéré comme normal par les gens qui vivent dans ce monde-là, selon ces règles-là en fait. Ça tord le goût aussi à ces idées, à ces lieux communs de solidarité communautaire. Un peu. Je sais que parfois on m'a dit pourquoi vous montrez les Africains comme méchants ou comme non, d'abord je montre des choses qui existent, et puis c'est pas les Africains que je montre comme ça, je montre simplement que dès lors que vous êtes sans papier, vous êtes à la merci de plein de gens qui vont vous exploiter. Voilà. Et que ce qui est terrible, c'est le fait d'être sans papier, que c'est cette condition de sans papier qui crée la loi de la jungle qui existe dans un monde d'illégalité. Mais pour revenir sur ce que je disais avant, c'est important pour moi qu'il n'y ait pas de méchants, et par exemple, c'est important que l'agente de l'OFPRA ne soit pas perçue comme le spectateur, comme la méchante de l'histoire. Que ce ne soit pas c'est une salope de l'administration qui est vraiment horrible. Et on aurait pu, après tout, représenter une femme comme ça, horrible, à moitié raciste ou désagréable, irrespectueuse. Et bon, c'est pas l'image qu'on montre. Et en fait, c'est important parce qu'à la fin, cette femme devient comme une sorte de représentante du spectateur à l'écran.
Et ce qui veut dire que la décision qu'elle va rendre, de savoir si on donne l'asile ou pas à Souleymane, le spectateur en devient presque lui aussi, et comme partie prenante de cette décision. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une question qui est posée au spectateur lui-même, de se dire est-ce que moi je donnerais l'asile à Souleymane ou pas, est-ce qu'il devrait avoir l'asile, voilà. Et c'est important pour ça que qu'il n'y ait pas cette représentation manichéenne où tous les blancs, tous les parisiens soient représentés comme des gens atroces et horribles, etc. Mais comme des gens assez normaux avec une petite variation. Il y en a des un peu plus gentils et des un peu moins gentils. Et que le spectateur, du coup, puisse rentrer dans le film et lui-même faire partie de cette société française qui regarde Souleymane. Et curieusement, en ayant retiré beaucoup de... On a plutôt eu tendance, avec Delphine, la co-scénariste, à tirer vers le bas les épisodes à adoucir un peu les épisodes de violence par rapport à toutes les anecdotes qu'on avait entendues, etc. Parce qu'on avait conscience, on a petit à petit pris conscience que finalement, il y avait un sentiment déjà de fragile, on ressentait déjà tellement fort la fragilité du personnage, le fait qu'il est exposé. Voilà, il fallait pas le victimiser, et que c'était important au contraire de rajouter des petites touches d'humanité par-ci par-là, parce que si on fait un film monocolore où tout le monde est atroce, en fait, assez vite le spectateur il met l'objet à distance et puis plus rien lui fait d'effet. Et que ces petites touches d'humanité, le monsieur du kebab qui lui donne un café gratuit, son voisin de lit algérien avec qui il a une relation sympathique, les flics qui sont pas les pires flics du monde, hein. Franchement on en connaît des pires. Des pires, mais disons ils sont pas sympas, mais on en connaît des pires, et c'est important en fait que le film fasse pas une sorte de paysage, le pauvre Souleymane dans un monde atroce où tout le monde est atroce en fait. Oui, la relation avec le vieux monsieur à la pizza, ouais. Mais ça dit aussi du rapport à l'ancien, comment on considère les anciens ou les vieux, comment on les traite. Ça, c'était venu, je me souviens, j'avais entendu un podcast où il y avait un livreur qui était interviewé, qui racontait comment souvent il aidait des personnes âgées qui étaient toutes seules, et ça m'avait vachement touché, ça. J'ai emprunté dans cet endroit-là. Alors, on va passer un petit extrait. Alors, celui que j'ai choisi, parce que ça amorce aussi la transition, par rapport à... On discute depuis presque 1 heure, on n'a pas parlé de Abou Sangaré, ou très peu, alors que c'est quand même lui qui porte le film, et on n'a pas parlé de son histoire. Qu'est-ce que c'est de raconter une histoire, et qu'est-ce que c'est de raconter une histoire vraie, une histoire fausse, comment ça s'insinue, le vrai, le faux, voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi le premier entretien où il y a la jeune fille qui raconte son histoire, et le second où il y a une sorte de répétition. Si ça te va, ouais, on y va. Ça va? Jandu. Marsude. Alhamdulillah. Indi joni ko andi ɗo sa ari ɗo ko offra ɓe landotoma honɗum ittuma ko men porto ɓe vraiment ko ɗum ɗo heɓuma sabu ɗum ɗo ɓe watta ɓe jonni ɓaɗi ɓe yumɓe ɓe jonnima kay ɗum joni noon haala ni joni ko honɗum waɗi ha ƴewɗa ko men mi andi no satti mum goy ono rewɓe haala ko suuɗin piiji surtout mariage forcé haala ko naata e détail ɗi mais ɗum joni noon koye haala ɗum joni haala ko honɗum feƴƴi tigi tigi. Oui, vas-y. Jemmara noon arrêté naga de chambre landila mbaldi ɗum mi falaka par ce que mi andama mi yiɗama woni kaga ko mbiygu makko ko mawa hetta keɓ on noon ko jeeyi ko mi fuɗɗimo gertade e nder komi gertotomo ko tema ɓullandole ko bentilam mi yani ka leydi o sorti ceinture makko on o piilamo barmilla mo dampallam uttode finalement temi wawatamo gertagol
mi accitimo waɗi ko watta ko ha o gaynacci lalla waali ka leydi ɗo lawol luti o yalti a weccino bimbi konno feƴƴuno kon mbaɗɗa ɓa weeti bimbi ɓa weeti bimbi ko fanno ko maygol ɓay mi jooɗi ke mi yitiki ko feƴƴi kon jemma tawata ko goɗɗo mo mi annda mo mi yiɗa kadi watta ɗi noon piiji ore am min joni mi yamlanto babe ngam ko ndu waɗi si tawata min kallam mérite si kadi noon piiji hay ɓe accani mi wala après ɓe radila men mi yo mi jombama mi hottu kam mo ndiyam heddi leɗɗe ɓe radila mi hoddi Souleymane, vas-y. J'habitais à Bambeto, dans le secteur de Kipé2. Oui. C'est un quartier généralement habité par les Peuls et les partisans de l'opposition. Le 22 février 2019, les gendarmes nous ont attaqué sauvageement. Ce n'est pas le 22 février, c'est le 19 février. Entretien dans 2 jours. À Dieu, on a maîtrisé l'histoire. Souleymane, le récit, ce qu'on écrit, et c'est pas la même chose. Il faudrait que la personne sente que c'est des faits que tu as vécu. Tu rentres dans les détails, parce que c'est les détails qui comptent. La femme, explique à où nous arrivons. Par exemple, un seul client, un seul client qui m'a traqué, des gaz lacrymogènes, mais fais-le, il y a puis pourquoi il y a des canifoji, militaire gendarme, mais non, dans pas yimbe, mais tu as canifoji, mais traqué, mais pire yimbe. Allez, il y a des choses qui font rien. Je continue. Il faut y aller avec le détail qui dit. Au détail, on s'attend. Mi wa ta ivanti do détail du faux. S'il te plaît, Barry, est-ce que mi wa changer l'histoire? On va changer. C'est changer nous le va te faire et sa femme. Mais anda au politique. Mais Barry, dans quelques minutes, si me gagne le jour, je vais m'occuper de toi, ok? Patience, s'il te plaît. Pourquoi tu as adhéré au parti UFDG? D'abord, c'est le projet de société que tu as lu qui t'a convaincu. Tu as trouvé que ce projet de société est bien pour la Guinée. Deuxièmement, dans le domaine de l'éducation, nous voulons faire une obligation d'aller à l'école pour les enfants à partir de 5 ans. Nous voulons augmenter le budget de 13 à 20%. Ok? Personne suivante. C'est bon. Souleymane, mille la nuit, tu as toujours mis un faux piment. Oh, c'est l'histoire politique. Écoute, c'est bon. C'est bon là. Souleymane, c'est bon. Oui, mais comme on donne, mais marre le document. Adonna le document. Après, je donne le document. Personne suivante. Oui, non, j'ai choisi. Bah, bon, tu as compris pourquoi j'avais choisi cette séquence. Comment il y a une première partie qui est une histoire, il y a un certain type de narration, une histoire qu'on imagine difficilement inventée quand même, ou qui l'est peut-être, mais sur lequel on a peut-être un doute. Et après, on voit Souleymane qui raconte cette histoire qu'on lui a demandé d'apprendre. Et qui est complètement voilà. Alors, si je repars un peu en arrière, c'est quand j'ai commencé à me dire que le film allait raconter donc l'histoire de quelqu'un qui passe un entretien de demande d'asile. C'était pas évident. Je me suis beaucoup interrogé sur le fait de savoir est-ce que j'allais choisir quelqu'un qui raconte sa vraie histoire ou quelqu'un qui raconte une histoire qui n'est pas la sienne. Bon, en gros, est-ce que j'allais raconter sur un menteur ou pas? Et j'étais voilà. Et à la fois le menteur me semblait plus intéressant. Le menteur, c'est plus intéressant parce que, en termes de fiction, un menteur, c'est toujours plus intéressant. Parce que quelqu'un qui raconte un mensonge, il a une raison pour raconter un mensonge. S'il raconte un mensonge, c'est-à-dire qu'il y a une vérité qui est en dessous et qui est cachée. Et s'il y a quelque chose qui est caché, ça fait un secret. Donc, c'est plus... Voilà. Tout est plus intéressant. Et puis, si le menteur, est-ce qu'il va être découvert ou pas? Donc, il y a tout de suite un suspense autour d'un mensonge. Tout mensonge crée son suspense. Mais c'est vrai qu'on réfléchissait beaucoup au scénario en se disant mais
est-ce qu'on peut montrer un demandeur d'asile comme un menteur? Est-ce qu'on va pas alimenter est-ce qu'on va pas donner une mauvaise image des demandeurs d'asile, comme si après les gens vont dire c'est tous des menteurs, et ce qu'on s'est dit, ou est-ce que ça va pas rendre le personnage antipathique? Quelqu'un qui ment, est-ce que c'est sympathique? Non, c'est pas très sympathique. Et assez vite, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait que Suleiman soit un mauvais menteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, il n'est pas à l'aise avec ça, il en donnera la raison à la fin. Sa maman lui a toujours interdit de mentir, ou la loi musulmane lui a interdit de mentir, et c'est quelqu'un qui est mal à l'aise avec ça. Voilà. Et donc, il fallait que Suleiman soit un mauvais menteur. Donc, dans cette scène, effectivement, on a ce contraste entre Suleiman et cette jeune femme qui s'appelait Fatou dans le scénario, qu'on peut interpréter de différentes manières. Je ne sais pas, moi, si elle dit la vérité ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que quand elle parle, on a plus envie de la croire que Suleiman. Ouais, clairement. Alors on peut l'interpréter de différentes manières. On peut penser que les femmes sont plus fortes que les hommes, ce qui est sûr. Et pas seulement pour le mensonge, mais il y a une capacité à parler de soi, sans doute. Je sais pas. En tout cas, voilà, les deux sont possibles. On peut se dire, soit il y a une femme qui donne un récit vrai, immédiatement émouvant, auquel on a immédiatement de l'empathie pour elle, on trouve ça immédiatement terrible, on a envie de lui donner l'asile tout de suite, et puis lui avec son histoire inventée qui connaît mal, c'est un peu pourri. Soit c'est une femme qui ment beaucoup mieux que lui, mais ce qui est également inquiétant pour lui, et quand il l'écoute là, je sais que j'ai pas voulu monter les plans où il jouait trop l'émotion, qui me semblait un petit peu déplacée. En fait, c'est quoi l'émotion qui passe sur son visage? Ça peut être de l'empathie pour cette femme, c'est possible, mais ça peut être aussi de l'inquiétude pour son cas. Ça peut être de l'inquiétude pour lui-même. Il y a les deux, il y a une sorte de mélange. En tout cas, dans la scène n'est pas complètement claire en fait. Est-ce que cette femme dit la vérité ou pas? On comprend quand même assez vite qu'on est dans une sorte d'école de l'asile où on apprend à se présenter devant l'OFPRA. Donc est-ce que c'est juste la bonne élève puis le mauvais élève, ou est-ce que c'est la femme qui a ce récit bouleversant, véridique, et puis le mec qui va fabriquer bricoler un mensonge qui tient pas debout. En tout cas, voilà, l'idée de ce contraste, c'est évidemment de dramatiser la situation de Suleiman, qui est le mauvais élève à 3 jours, 2 jours même de l'entretien, et qui n'est pas prêt. Parce que moi, je tiens à parler, même si c'est pour ceux qui n'ont pas vu le film, et c'est pas dévoiler le film, mais il y a quand même un climax quand même. Le film va vers une fin où on va entendre l'histoire de Suleiman, où on va entendre plutôt 2 histoires. Et je pense que pour ceux qui ont vu le film et qui représentent peut-être la majorité des gens qui sont ici, mais c'est quand même, tu as tourné ces 2 scènes à la fin du tournage. Et ça a correspondu aussi à l'histoire de Suleiman et l'histoire d'Abou Sangaré. Il y a quand même quelque chose qui est... Il y a cet enjeu-là. L'histoire vraie de Suleiman et l'histoire de Sangaré. En revanche, l'histoire fausse de Suleiman qu'il raconte là, enfin, Sangaré était encore plus nul que Suleiman pour la connaissance de la politique guinéenne. Sangaré, il a quitté la Guinée à 15 ans et demi. En plus, il vient pas de Conakry, il vient de la campagne. Donc c'est vraiment, il y en a un petit bled, donc la politique il en connaissait rien du tout, et le parti UFDG, les manifestations, tout ça pour lui c'était du chinois. Et je sais qu'au début il avait beaucoup de mal à apprendre ce récit d'asile, et Barry, donc So qui joue le rôle de Barry, le coach en asile, arrêtait pas de lui taper sur les doigts et de lui dire non, il se trompe exactement là. Et en fait, et Suleiman, ça l'angoissait, Sangaré, ça l'angoissait énormément, cette situation où il était toujours en train de se tromper, il mélangeait tout et ça. Et au bout d'un moment, juste, je lui ai dit, tu sais, en fait, Sangaré, quand tu te trompes, c'est bien. Parce que c'est ça le personnage en fait. Tu es dans le personnage. Si Barry te reprend et te dit que tu t'es trompé, en fait c'est pas grave. C'est ça qu'on raconte le film. Et à partir du moment où il a compris ça, que quand Suleiman se trompait, c'était pas Sangaré qui se trompait, mais c'était le personnage et pas lui qui faisait mal son travail. Après c'était bon. Et donc cette scène on l'a tournée finalement assez vite, cette scène-là de coaching, je sais plus quand, mais plutôt vers le début du tournage, alors que la scène d'entretien de la fin, on l'a effectivement tournée à la fin du tournage, parce que là c'était une scène qui demandait, c'était une scène beaucoup plus impressionnante pour Sangaré. On comprend pourquoi quand même. Et alors pour plein de raisons. D'abord parce que c'est une scène très longue, elle faisait 20 pages au scénario, dans son premier montage elle faisait 35 minutes.
Donc voilà, tourner une scène qui fait aussi longue, c'est même pour un acteur très expérimenté, c'est quand même, c'est beaucoup quoi. C'est presque impossible. C'est un challenge en tout cas énorme, je dirais presque techniquement quoi. Et puis ensuite, il savait que dans cette scène, il allait devoir raconter sa vraie histoire, qu'il allait devoir parler de sa maman, que ça le bouleverse beaucoup. Qu'il n'en parle pas facilement, mais il avait envie de le faire, mais il ne savait pas comment il allait réagir émotionnellement. Ça n'a pas été évident, il n'y a pas eu qu'une seule prise. Ah non. De toute façon, on est en champ contre champ, il y a une seule caméra, donc il y a plusieurs prises. En fait, la scène finale, la scène de l'entretien, on l'a tournée sur 3 jours. Un jour où on fait seulement les parties communes, la tente, la salle d'attente, le hall, l'entrée, la sortie, le couloir, toutes les choses un peu extérieures, la queue dehors, etc. Et 2 scènes pour faire l'intérieur du bureau. 2 jours pour faire 2 jours de tournage pour faire l'intérieur du bureau. En fait, l'OFPRA, on a tourné dans le vrai OFPRA. Ils nous ont accepté de nous prêter leurs locaux. Et l'OFPRA, c'est une usine, il y a des centaines d'entretiens chaque jour. Donc, il n'est pas question de tourner pendant la semaine où il y a plein de monde. Donc, ils nous laissaient l'OFPRA le week-end. Donc, on avait un week-end pour tourner ces 2 jours comme ça, plus un jour de sécurité éventuellement le week-end d'après, qu'on n'a pas utilisé. Et je me suis dit, là, le plus simple, c'est que le premier jour, donc le samedi, on fait l'histoire fausse. Et puis, le dimanche, on fait l'histoire vraie. Donc l'histoire fausse, c'était un tournage relativement classique parce que le scénario était bien foutu en fait. Non, mais c'est sans doute la scène du film où on tourne le plus proche du scénario parce que j'avais conçu au scénario. C'est pas une question. Moi, je fais jamais apprendre par cœur les dialogues aux interprètes. C'est pas comme ça que je travaille. Mais il y avait une circulation de l'argumentation qui était très précise où elle lui pose une question, il répond d'une certaine manière, elle le coince. Il se libère de ce piège, elle le coince une autre fois, elle repose une autre question. Donc il y avait une trame, trame argumentaire très précise qu'il fallait respecter. Et puis il fallait pas dire n'importe quoi sur la vie politique guinéenne. Donc voilà, je les remettais toujours dans les cadres. Mais au fond, c'était à part par la longueur, c'était énorme, mais à part par la longueur, c'était une scène relativement classique où les acteurs suivent le scénario et voilà. Et donc le samedi, on arrivait dans ce moment de silence qui pour moi est le climax du film, le moment où elle lui dit non mais là vous me racontez n'importe quoi, j'entends cette histoire 3 fois par semaine, ça suffit, racontez-moi votre vraie histoire. Et lui, il est pris de court, il se demande si elle lui donne une chance ou si elle lui tend un piège. Et il ne sait pas, et d'ailleurs le film ne dit pas qu'est-ce qu'il en est à la fin. Mais il ne sait pas et il hésite. Moi je lui avais dit Sangaré, ce moment de silence, avant que tu répondes, fais-le durer le plus longtemps possible, c'est le moment où tu as le pouvoir. Là, tant que tu n'as rien dit, c'est toi le roi. Enfin, tu vois, tout le monde est suspendu à tes lèvres, on attend qu'il y ait un mot qui sorte, on ne sait pas du tout qu'est-ce que tu vas dire. Il est très très beau ce silence en plus. Parce qu'on sent toute sa vie intérieure. Et cette tension intérieure, il était vraiment extrêmement animé par cette tension extérieure et puis par cette envie de parler qui montait mais qui retenait. Et donc le samedi, on faisait tous ces énormes pans de dialogue qui arrivaient jusqu'à ce moment de silence. Et là, le silence, l'intensité montait. Ça durait. Et tout d'un coup, il ouvrait la bouche pour parler. Je disais couper. C'était extrêmement frustrant. Mais ça montait très très haut. Et le dimanche, on s'est redonné une rampe de lancement. Donc on a recommencé un peu avant dans la scène, au moment où il continue à se débattre dans ses mensonges avant qu'elle l'interrompe et puis qu'il y ait ce silence. Et puis là, le dimanche, on tournait tout ce moment où il raconte son histoire vraie avec une méthode de tournage complètement différente. C'est-à-dire que j'avais écrit, moi, en m'inspirant de sa vie, mais j'avais quand même écrit un texte de scénario qu'il connaissait, mais je n'avais pas du tout envie qu'il me récite le texte que j'avais écrit. Même si j'avais essayé de le faire bien en étant proche de ses mots. Mais voilà, s'il avait récité un texte appris, on n'aurait pas du tout eu le sentiment de vérité. Donc il fallait que ce soit pas ça.
Et il fallait qu'il aille chercher en lui ce nœud émotionnel du rapport à sa maman, de ce traumatisme d'enfance, de cette loyauté, de cette grande souffrance et de ce rapport, de la loyauté, oui, tu as raison, pour sa mère, et qu'il aille chercher là-dedans. Et donc, on a cessé, autant le samedi, on travaillait de manière très linéaire et ces grands pans de dialogue, autant le dimanche, on tournait autour de cette émotion et on le ramenait tout le temps. Et donc, Nina, c'est chose que vous voyez pas, parce que c'est évidemment coupé au montage, mais Nina le ramenait toujours, et ta maman, et toujours comme ça. Et moi aussi, au bout d'un moment, j'intervenais moi aussi, puis je ramenais, je reposais la question, et ta maman, et quand tes parents sont séparés, et ceci, toujours pour le ramener sur ce point d'émotion. Voilà. Ce qui fait que dans la deuxième partie de la scène, la parole est pas très bien organisée. Non. Il se répète beaucoup, il tourne un peu en rond, il bégaye énormément. Ouais. Et pour moi, ça fait tout le prix de cette scène. Oui. C'est-à-dire que je vois souvent dans des films, parfois dans des films de fiction, il y a des faux morceaux documentaires où des acteurs, ou des scènes où des acteurs sont censés être des gens qui répondent qui racontent leur vie de manière documentaire. Et ça marche. En fait, moi, ça marche jamais sur moi parce que je sens toujours l'acteur, en fait. Parce que c'est toujours trop bien, en fait. C'est toujours, même quand ils mettent une magnifique émotion dedans, je vois l'acteur en train de mettre sa magnifique émotion. Je vois comment le texte il est trop bien conçu avec la bonne articulation, la bonne circulation émotionnelle et argumentative. Et là, c'est ce bordel dans la manière dont ça surgit et qui se répète et qui trouve pas le mot et qui revient en arrière. C'est ça qui donne l'authenticité de ce passage où tout d'un coup on a le sentiment, que ce qu'il fait là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a entendu avant, que la vérité, ça ressemble pas au mensonge. Et que tout d'un coup, voilà. Et ce qu'il fait là, c'est pour ça que si on reparle de la femme qu'on a vue dans cet extrait-là, elle fait quand même un peu trop bien le job. Donc c'est peut-être pas vrai ce qu'elle me raconte. Et d'ailleurs, c'est quand même une comédienne qui raconte une histoire. Mais alors que lui, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on sait plus très bien. C'est plus tout à fait juste un comédien qui est en train de faire un numéro de comédien et de faire son travail de comédien. Il se passe quelque chose qui est plus complètement, uniquement du cinéma. Et moi, j'aime beaucoup ça, en fait. J'aime beaucoup quand le cinéma, tout d'un coup, il touche quelque chose qui est plus... un au-delà de lui-même, comme si l'écran se déchirait et que derrière l'écran, derrière l'acteur, on voyait le vrai Sangaré qui est là et qui parle de lui et qui est là avec sa présence. Et ça, rien ne peut remplacer ça. Mais c'est curieux parce que moi, quand je l'ai vu, c'était dans des salles pleines où on sent cette chape de silence à ce moment-là, comme si on accueillait on était percuté par cette parole. Et en revoyant le film, c'est pas que l'émotion est intacte, parce que c'est pas une mécanique, mais il y a quelque chose d'une vérité, de la vérité d'une histoire et la façon, encore une fois, dont il se perd, mais dont, au niveau de l'émotion, il y a une sorte de fil conducteur comme ça qui est juste. En fait, on sent bien que c'est une histoire, c'est pas du tout une histoire banale, mais c'est une histoire banale de migrants quelque part. Il n'y a rien de révolutionnaire, il n'a pas voulu changer le monde. Il y a quelque chose de quelque part très ordinaire dans la misère affreuse. C'était très important pour moi que ce soit une histoire ordinaire et une histoire simplement humaine. Et en ça, il y a quelque chose qui est, je trouve que... Et en fait, le film, avant, a travaillé à ça. C'est comme si toute cette urgence-là nous met dans un état tel que quand on reçoit cette histoire-là, on est complètement désarmé, quoi. Je trouve que le film fonctionne très très bien. Et la fin est très belle. En plus, je trouve que la fin était... Je me suis dit, comment il va s'en sortir ? Et je trouve que la fin, elle est... En vrai, elle est très belle. On a... Enfin, à vrai dire, dans le scénario, il y avait une scène après, mais qu'on n'a même pas essayé de monter. On n'a même pas essayé de monter parce c'était tellement évident qu'on arrivait à un point d'émotion qu'il ne pouvait rien y avoir après. En revanche, ça nous a semblé nécessaire qu'il y ait le dernier plan du film où il sort. Ça aurait été possible aussi de s'arrêter vraiment en suspens. Mais ça aurait été dur, ça aurait été comme cruel pour le spectateur et comme une sorte d'arbitraire un peu brutal du réalisateur qui dit plaque et le couperet qui tombe et puis voilà. Et là, on sentait qu'on avait besoin de ce sas. Mais ce ça pouvait pas être rajouté autre chose, pas rentrer dans une autre scène, et même pas revenir dans la vie du livreur ou dans la vie et même pas revenir dans la ville.
C'est pour ça qu'on retire aussi le son du oui, dernier tout à fait. plan, parce que c'est un son, il sort dans la rue, il y avait beaucoup de sons, hein, la rue est derrière nous est très bruyante, mais on retire ce son parce qu'en fait on veut pas renvoyer Souleymane à sa vie. On veut rester dans l'émotion du film, on a juste besoin de ce sas pour le spectateur qui laisse résonner ce qui s'est passé à l'intérieur. Oui, non, mais ce à quoi on a accès, cette histoire-là, elle réhabilite quelque chose. Le personnage a avancé. Et ça, moi j'adore ces films-là où le personnage a avancé de ça, mais quel pas énorme, quoi, dans sa vie, quoi qu'il se passe. Oui, c'est à la fois beaucoup de gens me disent pourquoi, mais alors est-ce qu'il va avoir ses papiers ou pas alors ça, je dis toujours, je ne réponds jamais à sa question. Parfois, quand il y a des débats et que les gens me posent la question, je la retourne au public et je dis on va voter maintenant. Alors d'après vous, qui pense qu'il va avoir ses papiers? Et ce que j'aime beaucoup, c'est que souvent les gens votent moitié-moitié et que tout le monde ne pose pas la même chose. Il y a les optimistes et les pessimistes, ou les optimistes ou les idéalistes et les réalistes, je sais pas comment il faut les appeler. Et j'aime beaucoup ça, que tout le monde ne ressente pas la même chose. Et en tout cas, c'était évident pour moi que le film ne peut pas donner une réponse à cette question et que c'est pas important, que ce qui s'est passé à l'intérieur est plus important. C'est-à-dire que le personnage a fini par dire son histoire, sa vérité, et qu'en faisant ça, il a restauré sa dignité humaine, et que c'est ça son geste décisif comme personnage. Voilà, c'est ça. Alors ça y est, c'est dépassé. Sangaré, quand je l'ai rencontré, je vais revenir en arrière du coup. Quand je l'ai rencontré donc en mai 2023. En mai 2023, il était en train de déposer une demande. Il est arrivé en. Bon, je reviens encore plus en arrière. Il est arrivé en France en 2017. Il nous reste 5 minutes. Ouais, mais c'est parfait. Ça va. Il est revenu. Il est arrivé en France en 2017 à mineur, et donc il a demandé à être reconnu comme mineur. Lui a jamais demandé l'asile. Il était dans une autre démarche quand on arrive mineur, demander à être reconnu comme mineur. Si on est reconnu mineur, l'État français doit la protection à la personne mineure. Mais il n'a pas été reconnu mineur. Il a fait un recours. Le recours a traîné. Plus d'1 an plus tard, ils ont dit on va faire un test osseux. 1 an et demi plus tard, ils ont fait un test osseux qui a dit vous avez 18 ans, plus ou moins 6 mois. Ce qui veut dire quand même que quand il a fait sa première demande, il était quand même vraiment mineur. Mais ils ont dit maintenant vous êtes plus mineur. Donc je pense qu'il était toujours, mais bon voilà. Donc pas de papier. Donc il a vécu comme ça sans papier en France. Il y a quand même plein d'associations en France qui font un travail extraordinaire. RESF, il était à Amiens. Il vivait à Amiens. Donc, grâce notamment à RESF et puis à d'autres organisations, il a pu faire des études. Il allait au lycée. Il était quasiment analphabète quand il est arrivé. Il a passé un bac pro de mécanique, ce qui était son rêve depuis toujours travailler dans la mécanique. Et il avait ce bac pro de mécanique. Et quand je l'ai rencontré, moi, donc en mai 2023, dans le cadre d'un grand casting, à Amiens, parce qu'on ne trouvait pas à Paris, donc on a fini par aller chercher ailleurs. Et quand je l'ai rencontré, il était en train de déposer une demande de régularisation par le travail. C'est la circulaire Valls permet de régulariser des gens si une entreprise vous propose un CDI et que l'entreprise fait la preuve qu'ils n'arrivent pas à trouver de candidats français pour le poste. Ça peut être un moyen de régularisation sur lequel la droite et l'extrême droite tapent en ce moment. Là, tout le monde veut supprimer ça parce que c'est le plus gros moyen de régularisation en France, en fait. Et donc, il avait fait ce dossier. Moi, le dossier me semblait parfait. Donc, et puis, nous, dans le cinéma, on ne peut pas promettre de CDI puisqu'on est tous intermittents. Donc, on l'a laissé faire cette démarche qui a suivi son cours. Il a fait déposer sa demande. Il a reçu un récépissé, ce qui faisait qu'au moins, pendant le temps du tournage, il n'allait pas être arrêté, ayant un récépissé. Et on a fait le tournage comme ça. Le tournage se termine mi-décembre. Il retourne à Amiens. Moi, je pars en montage. Et en février, il reçoit la réponse de la préfecture qui est négative. Donc, quand vous avez une réponse négative à une demande de régularisation, vous avez en prime un OQTF, obligation de quitter le territoire français. Donc, il a son OQTF. À partir de là, nous, on était en montage. On se dit, là, il faut qu'on aille à Cannes. Il y a pas, finalement... au début, je pensais qu'il allait avoir ses papiers indépendamment du cinéma. Mais là, on se dit, c'est le cinéma. Il n'y a que le cinéma qui peut le sauver. Et pour que le cinéma le sauve, il faut avoir du succès, en fait, de la visibilité. Et Cannes va nous donner cette visibilité. On va à Cannes. Le film est très bien reçu et il a un prix d'interprétation. Là, je me dis, à un certain regard. Donc, je me dis, dans la semaine, il va avoir ses papiers.
Je suis assez naïf, hein, moi. Voilà, le directeur du CNC nous dit on va vous aider. Ensuite, il est condamné pour viol, il disparaît. La ministre de la Culture a jamais vraiment répondu. Enfin, ça concerne cinéma, répondait oui, on s'en occupe et tout ça. Mais en fait, eux, après, ils transmettaient à l'intérieur. Les choses n'avançaient pas beaucoup. Après, on a la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui fait que tous les ministres arrêtent de travailler, ils vont faire leur campagne, chacun dans leur coin. Donc il n'y a plus de ministère, il n'y a plus rien, tout est à l'arrêt. Et puis arrive le mois d'août, et là je me dis, mais on n'a pas avancé, on n'a rien fait. Et tout d'un coup, je me rappelle, je me dis, mais il vit à Amiens, il y a un député dans la Somme qui fait des films en plus, et qui s'appelle François Ruffin. Oui. Je connais très bien son distributeur, jour de fête, et donc j'appelle, je sais plus, Sarah ou Étienne de jour de fête, et je dis, voilà, je raconte mon histoire, ils avaient vu le film qu'ils aimaient beaucoup, et puis voilà, donc il me file les coordonnées de Ruffin, je lui envoie un mail, il me répond dans la journée, il me dit, je dois voir le préfet dans 3 jours, fais-moi un dossier, mets-moi toutes les coupures de presse, tout ça, donc je fais ça. Ruffin voit le préfet, il lui met dans les mains directement le dossier, et le préfet dit je vais voir ce que je peux faire. Et effectivement, quelques semaines plus tard, Sangaré reçoit de la préfecture un mail qui dit nous sommes prêts à réexaminer votre dossier. Donc ils lui ont pas donné de papier, mais ils sont prêts à réexaminer le dossier. Fin août. Le temps qu'ils refassent un dossier avec une nouvelle promesse d'embauche du garage, passé par Pôle emploi, etc. Ils déposent un dossier le 10 octobre et voilà, il redépose un dossier et on attend de nouveau. Là, arrive en novembre, il est nommé aux European Film Awards, qui sont un peu l'équivalent des Césars au niveau européen, nommé meilleur acteur. Ça se passe en Suisse. Donc on réécrit à tout le monde en disant il doit aller en Suisse pour... voilà. Bon, évidemment, personne ne nous répond, on n'a pas de réponse. Le festival, enfin c'est pas le festival, l'Académie là m'écrit, me dit si Sangaré peut pas venir, venez-vous. Je dis non, s'il vient pas, je n'occuperai pas sa place, elle restera vide. Voilà. Donc la cérémonie a lieu, il gagne le prix devant Daniel Craig, Ralph Fiennes. Il gagne le prix de meilleur acteur européen. Il n'est pas nommé en révélation, il est nommé meilleur acteur. Et là je me dis quand même. Je me dis c'est sûr qu'il va être au César encore et tout ça. Donc je réécris à Ruffin, là on est devenu entre-temps meilleurs potes. et je lui réécris, je lui dis vas-y fais quelque chose, va voir le préfet, dis-lui quand même il a gagné meilleur acteur européen, il va être au César, c'est sûr, c'est la honte pour tout le monde en fait, même pour l'administration, ils ont l'air nuls en fait. Donc convainc-le. Donc il va revoir le préfet et là le préfet, il se trouve qu'à ce moment-là le préfet n'avait pas de ministre puisqu'on était entre 2 gouvernements en décembre et donc le préfet dit j'en prends la responsabilité et le préfet lui donne des papiers à ce moment-là en décembre dont il retire sa carte de séjour en janvier et depuis donc dès qu'il a eu sa carte de séjour il est parti travailler dans le garage qui lui avait promis de l'embaucher, il a commencé à travailler dans le garage, voilà. C'est presque un film. C'est hallucinant. Je suis pas surpris, hein, mais. Ouais. Bon, c'est une histoire qui était pas mal racontée dans les médias. Voilà, c'est vraiment une histoire, effectivement. Ouais. Mais et donc les Césars demain soir. Et les Césars demain soir, et j'ai quand même de très bons espoirs pour lui. Bon, on va reprendre notre souffle. Non, on s'arrête là, ça te va et puis on passe à la dédicace. On te remercie. Merci beaucoup, Boris. Merci à vous. Tu avais fait une petite sélection DVD que j'ai mis sur la table. Il y a plein de choses intéressantes. Vous la découvrirez sur le site. Il y a Fellini, Les Nuits de Cabiria, Kieslowski, Tu ne tueras point, La prisonnière du désert de John Ford, tout ça. Donc ça donne des pistes aussi ça donne envie de voir plein d'autres films, des classiques. Merci à toi. Oui, on n'a pas beaucoup parlé. On n'a pas beaucoup parlé, mais c'est pas grave.